France. Ça me fait grand plaisir d'être ici parmi vous pour partager un petit peu ce que j'ai dans mes poches et partager également ce que nous avons vécu ou ce que nous vivons en Orient. Je peux dire rapidement, en parlant des manuscrits de Mossoul, qu'on a essayé de sauver à deux niveaux, d'abord en les numérisant et puis physiquement les mettre à l'abri. Je viens dire, en tant que religieux, j'ai senti une vocation de réaliser un peu ma vie à travers deux choses, l'humain et la culture. Et après mes études à Mossoul, où je suis né, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait satisfaire un petit peu mes recherches, et je les ai trouvées que chez les dominicains. Bon, ça ne veut dire pas que les autres sont incultes ou ne s'intéressent pas à l'humain, mais travailler les deux ensemble, au plan intellectuel et au plan pratique, en travaillant et servir également l'humain, je les ai trouvés à travers les frères dominicains qui vivaient à Mossoul, notamment les pères français. Et puis, en devenant dominicain, j'ai senti qu'un dominicain ne pourrait pas réaliser, comme tout religieux, et qu'à partir de deux choses aussi, c'est garder bien le bréviaire et aussi garder une bibliothèque sur soi. Un dominicain sans le bréviaire, sans la bibliothèque, est presque dénudé. Et aujourd'hui, j'ai senti cela, vraiment que c'est très utile de jouer sur la vie spirituelle et la vie missionnaire en même temps, qui n'est pas facile, et de trouver un pied à l'intérieur du couvent et un pied à l'extérieur. Donc il faut savoir danser pour garder l'équilibre. Et cette vocation est devenue une réalité à partir du moment où on a été menacé à plusieurs reprises. Et je le dis concrètement, depuis ma naissance, en 1955, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais qu'une seule année seulement de paix en Irak. Donc j'étais tout le temps en guerre, je n'ai vécu que des guerres. Et sauf aussi les 8 ans de mes études à Lille et à Strasbourg, où c'était une guerre différente, bien sûr, vivant en Europe sans pouvoir rentrer chez soi et avec une guerre permanente irako-iranienne qui nous a laissé aussi perplexes de voir ces millions de gens qui perdent leur vie pour rien, et ça continue malheureusement à l'être. Donc depuis mon retour en Irak, j'ai découvert une bibliothèque que je connaissais très peu chez les Dominicains, où elle est la plus grande bibliothèque privée en Irak. Jusqu'aujourd'hui, on compte 55 000 livres de cette bibliothèque unique de son genre, très riche dans les sujets et très variés et très fréquentée également par les chercheurs, et que ce soit musulmans ou yézidis ou chrétiens ou autres, irakiens ou étrangers. Donc, elle est très fréquentée. Cela qui m'a invité en arrivant là-bas à regarder cette bibliothèque et comment la protéger et comment la rendre beaucoup plus utile, plus ouverte également pour le peuple. Et il y avait une collection aussi importante que la bibliothèque, c'était les 200 ou 250 manuscrits entassés dans des armoires bien fermées et très souvent exposés aux chercheurs et aux gens qui demandent à emprunter l'un ou l'autre manuscrit, et malheureusement les manuscrits étaient tellement facilement empruntés aussi bien qu'un livre ordinaire. Ce qui fait, il y a un proverbe arabe, celui qui emprunte un livre, c'est un homme intelligent, et celui qui le rend, c'est un homme fou. Donc, par la force des choses, la majeure partie de cette collection des manuscrits ont été évaporisés par la dextérité des prestigitateurs qui empruntaient les livres et qui les rendaient plus. Et donc, du coup, j'ai senti une importante vocation à déjà garder ce qu'il reste,
sur place et à les rendre utiles. Donc cette collection se joint à une troisième collection importante, c'était les archives. Et les archives des Pères dominicains aussi sont vraiment les meilleures en Irak, au plan nombre et au plan contenu. Également, la composition de ces archives qui parlent des églises orientales sur place, notamment chaldéennes, assyriennes, arméniennes et orthodoxes. Donc, les Pères dominicains, depuis leur présence permanente, si je peux dire, au milieu du XVIIIe siècle, 1750, jusqu'à nos jours, on a collectionné un très grand nombre de documents d'une grande importance qui touchaient la vie de ces églises locales et puis aussi la mission dominicaine, notamment italienne et française. Donc, vous savez, un religieux, quand il arrive à quelque part, il n'arrive pas les mains vides, il arrive toujours avec des valises. 3/4 de ces valises portent des livres et très peu de vêtements parce qu'on n'a que cet habit et inchangeable également. Et comme ça, le reste de tous ces livres, ces collections qu'on amène avec soi, il les laisse, il ne les emporte pas au ciel, bien entendu. Donc, ça a accumulé un nombre énorme de ces documents de grande importance également, mais malheureusement toujours très peu protégés. Donc, ces trois collections qui m'ont invité vraiment à regarder de près qu'est-ce qu'il faut en faire. Et j'aimais beaucoup les livres, j'aimais beaucoup les cultures et surtout l'histoire mésopotamienne qui m'a attiré énormément, pas seulement par l'ancienneté et le berceau de la civilisation, mais en même temps par la richesse qu'elle pourrait donner à travers cette histoire, à travers le présent, très souvent déchiré et un peu torturé, mais on peut donner aussi un témoignage au monde entier. Donc, les chercheurs qui venaient nous demander des renseignements ou des documents ou d'autres, ça augmentait jour après jour grâce aux universités qui existaient en Irak, notamment de Mossoul et de Bagdad. Et donc, pour faciliter cela, ne pas donner les documents originaux, j'ai commencé à scanner à l'époque avec une photocopieuse. C'était vraiment une révolution extraordinaire dans les années, au début des années 90. Il fallait avoir beaucoup de permissions et des paperasses pour demander la permission d'avoir une photocopie. Et ensuite scanner. Et avec des petits appareils, on a commencé à doubler ces documents pour les mettre au service des chercheurs et au cas où ils sont volés, c'est beaucoup moins grave que perdre l'original. Et progressivement, heureusement, on a commencé à passer à au numérique. Donc photocopier, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Scanner, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Mais quand on les a en numérique, à ce moment-là, on peut les publier plus facilement. Donc on a travaillé avec une petite équipe de 3 ou 4 personnes à numériser plusieurs milliers de documents, les mettre sur des supports numériques et aussi les manuscrits, les 200 ou 250. Effectivement, ça a pris beaucoup d'importance à partir de 2003 avec la chute de Saddam, où les églises et les chrétiens ont été exposés à la violence provoquée par les groupes fondamentalistes et terroristes islamiques. Donc, dès 2003, j'ai commencé à m'inquiéter pour ce patrimoine qui risque d'être perdu. Donc, on a travaillé vraiment d'une manière beaucoup plus officielle et beaucoup plus technique. Et je dis la grande révélation, la grande importance pour ce que nous avons fait à partir de 90, j'ai lancé ce centre numérique des manuscrits orientaux, voilà, 20 ans après. Une révélation importante où je trouve un moine qui n'est pas habillé en blanc comme moi, mais il est habillé en noir, débarque à Zahro,
depuis la Turquie qui s'appelle Colomba Stewart. Et ce révérend père, je le salue fortement, il est parmi nous. Et c'est lui, justement, qui a donné une force énorme et une grande importance pour ce que nous avons déjà fait. Et il nous a soutenus comme frères bénédictins américains. Et vous savez, nous, les Irakiens, on aime beaucoup les Américains, n'est-ce pas? Parce qu'ils nous frappent très fort. Hein, et voilà, ils ont déchiré tout, ils ont tout cassé, carrément détruit l'infrastructure du pays. Mais le peuple n'a rien à voir avec la politique, malheureusement. Il ne peut pas toujours influencer d'une manière efficace. Donc les frères bénédictins nous ont aidés, les dominicains, à donner une importance justement à ce travail de numérisation. Donc ils ont renouvelé tout notre matériel. Au lieu de 2 studios largement pauvres, on a eu 4 studios très riches et à la pointe, justement avec une haute finition numérique, définition numérique et une grande importance également d'élargir ce travail, pas seulement à Mossoul, mais aller aussi à Bagdad, aller ailleurs, dans le Kurdistan, et dépasser même les frontières jusqu'en Turquie. Et aujourd'hui, grâce à ce soutien des frères bénédictins aux frères dominicains d'Irak, on a dépassé 8000 manuscrits déjà numérisés sur des supports, des disques durs. Donc, c'est un sauvetage proprement dit pour ces manuscrits. Aujourd'hui, la majeure partie de ce que nous avons déjà numérisé, vous savez, il n'existe plus. Au moins 50% de ce que nous avons numérisé, et on l'a sur le support, physiquement n'existe plus. Notamment la collection, malheureusement, de l'Église orthodoxe, et très probablement les collections des Chaldéens de Mossoul, et aussi des Syriens catholiques de Marbennam, qui sont, d'après le père abbé, il les a cachés dans une chambre murée. Il dit, je ne crois pas que Daesh va les découvrir, j'espère. Mais s'ils ne sont pas détruits par Daesh, ils sont certainement détruits par l'humidité non aérée, avec une condition horrible. Donc, on ne les ont pas sauvés physiquement, mais heureusement, auparavant, quelques années auparavant, on les a numérisés. Et avant mon arrivée ici, j'ai rencontré l'évêque syrien orthodoxe. Je lui dis, Monseigneur, qu'est-ce que vous avez fait avec les 350 manuscrits? Il me regarde avec voilà, il dit, dommage, Najib, ils sont déjà brûlés. Plus que 350 déjà brûlés des orthodoxes. Et les autres, bien sûr, disparus, ils les ont laissés sur place, notamment à Martouma et d'autres églises. Bah, vous savez, quand la mort est là, on pense avant tout de se sauver, sauver sa peau, ou sauver ses enfants. À vrai dire, moi, je n'ai pas d'enfants, comme vous le savez. Donc, mes enfants, c'était les manuscrits que j'ai commencé au fur et à mesure à les mettre à l'abri. À partir de 2007, j'ai commencé à amener les grandes collections des manuscrits, où aujourd'hui, nous avons 809 manuscrits des pères dominicains. En plus, on avait d'autres collections sous la main en train de les numériser, et là aussi, on les a mis à l'abri au Kurdistan, après les avoir placés en 2007 de Mossoul à Karakosh, 35 km dans le nord-est de Mossoul, où on a placé la bibliothèque, les manuscrits, les archives et des centaines de livres incunables de très grande importance, et aussi des tableaux du Père Besson, dont vous avez vu certainement une partie ce matin aux archives de la bibliothèque de Solchoir. Et tout cela, on les a mis à l'abri à Karakosh. Mais le grand départ, et le vrai départ, et le triste départ, c'était la nuit de 6 à 7 août dernier, où Daesh est entré à 4 h du matin à Mossoul, et nous avons quitté à minuit et demi. Donc à peine 2 heures et demie avant l'entrée de Daesh.
j'ai pu amener le reste de ces manuscrits à Erbil et les placer en sécurité. Parlant de cette collection que nous avons aujourd'hui sur le numérique, sur des supports, des disques durs, tout cela est à la disposition des chercheurs et grâce à la technologie de HML, donc des bénédictins du Minnesota, et sont consultés par le monde entier. Et le monde entier pourrait les consulter. Donc c'est une sorte de sauvegarde et sauvetage de ce patrimoine oriental très important. Je voudrais dire quelques mots seulement sur le contenu de cette collection importante des pères dominicains. À vrai dire, depuis 2 décennies, j'essayais d'honorer cette collection et ce travail en équipe qu'on a fait à Mossoul, et l'annonciature apostolique de Bagdad nous a très souvent promis, et tous les nonces venaient voir vraiment par leurs propres yeux, ils regardaient, ils touchaient ce grand travail, et ils étaient heureux. Mais être content, ça ne suffit pas pour sauver les manuscrits. Donc il fallait faire quelque chose de plus. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas touché quelque chose de concret, au moins comme lieu, ou comme encouragement pour garder ce patrimoine, pas seulement dominicain, mais de l'Église d'Orient en général. Et heureusement, à travers des siècles, il y avait des prêtres ou des gens qui ont pensé à mettre à l'abri ce patrimoine. Notamment Qasr, un des curés chaldéens qui était de passage donc à Rome et en France, etc. Il a amené avec lui des centaines de manuscrits et aujourd'hui sont gardés et bien restaurés à la Bibliothèque Vaticane, bien sûr, qui accueille tout ce trésor et qui le garde, notamment quelques manuscrits qui remontent au XIIe et XIIIe siècle, avec beaucoup d'enluminures de très grande importance en syriaque ou en chaldéen ou autre. Donc cette bibliothèque très très importante, bien sûr, du Vatican, c'est une source pour l'Église et pour l'histoire de l'humanité. Mais ce qui reste sur place, je crois, il n'est pas moins important. Mais il est exposé au danger. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons sauvé tout cela, il est au Kurdistan, on est très bien accueillis au Kurdistan, mais jusque quand? Vous savez, Daesh, très souvent frappe les portes du Kurdistan aussi. Ils sont à peine 30 km d'Erbil. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Bien sûr, il y a 2 qui vont savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est le bon Dieu, bien entendu, et les Américains. Et donc, il faut leur demander quand est-ce que le Kurdistan, ou jusque quand, sera protégé aussi par ces forces maléfiques qui commencent à ravager, et qui a ravagé déjà Mossoul et la plaine de Ninive, et il frappe aussi les portes du Kurdistan. Parler de ce trésor aujourd'hui qu'on a pu sauver en le numérisant et physiquement, il y a la majeure partie de ce que nous avons déjà numérisé n'est pas connu par les chercheurs, n'est pas connu par les étudiants. Il y a des sources manuscrites ou des archives vraiment non explorées jusqu'à nos jours. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour les étudiants et les chercheurs pour l'avenir. Et donc c'est exposé doublement au danger si on n'arrive pas à le mettre à l'abri et si on n'arrive pas à continuer à numériser ce qu'il nous reste sur place. Au moins, nous avons entre 20 et 25% des manuscrits et des archives que nous avons en Irak qu'on n'a pas pu encore numériser jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a encore du travail à faire. Mais dans quelles conditions on peut voir si plus que 800 manuscrits, je les entasse dans une chambre, petite chambre de 3 mètres carrés. Imaginez. On n'a pas de place, on n'a pas de lieu adéquat pour cela. On n'a pas des locaux bien conditionnés pour pouvoir déjà continuer la numérisation et protéger physiquement ce qu'il nous reste. Vous savez, en arrivant à Erbil le 7
août dernier, je n'ai amené avec moi que les appareils photo. Je n'ai pas pu amener les grands studios. Et j'ai écrit à mon ami, donc, Colomba Stewart, je lui ai dit, voilà la bonne nouvelle, j'ai amené les archives, mais les mauvaises nouvelles, je n'ai pas pu amener les studios. Donc il dit, ne t'inquiète pas Najib, je vais t'envoyer d'autres. Et voilà, même pas un mois après, je reçois 2 nouveaux studios de frères bénédictins d'Amérique que j'ai accueillis dans les camps des réfugiés. Et aujourd'hui, nous avons 2 studios avec les réfugiés pour numériser et garder notre patrimoine. Et c'est là, symboliquement, c'est quelque chose de très frappant, d'avoir cette volonté de garder notre patrimoine avec les êtres humains qui sont sauvés de la mort. Donc nous sommes en train de former une dizaine de jeunes aujourd'hui à continuer le travail de la numérisation. Parce qu'on ne sait jamais. On essaye toujours de passer la main aux autres et sensibiliser les jeunes spécialement, et sont tous jeunes universitaires, à leur propre patrimoine. Vous savez, le premier cours que je donne pour la conservation et la numérisation, je donne un manuscrit entre les mains de ce débutant jeune. Je dis, ne faites rien. Avant tout, sentir le manuscrit. Respirer l'odeur de ce manuscrit. Respirer la sainte poussière qui est entre les pages et les folios de ces manuscrits. C'est notre passé. C'est notre histoire. Tous ces grands manuscrits qui ont été transportés par des êtres humains, par vos ancêtres, et transportés d'un couvent à l'autre, d'une église à l'autre, cachés très souvent dans les caves ou dans des puits secs, et aujourd'hui sont entre vos mains. Respectez-les, respirez-les et gardez-les pour les générations à venir. Et effectivement, ils commencent à valoriser ce travail. Et quand ils les numérisent, ils ne se comportent pas avec un bébé comme on se comporte avec un adulte. Un bébé, il faut être plus délicat avec lui. Et un manuscrit de 1000 ans est plus fragile qu'un bébé. Et donc il faut vraiment valoriser, essayer de protéger, mais ne jamais étouffer nos enfants et nos bébés. Au contraire, il faut les exposer à la vie et leur donner justement un avenir pour qu'ils puissent servir justement l'humanité. Et c'est ça le contenu de notre collection, pas seulement dominicaine, mais aussi des autres collections. On essaye de le mettre au service des autres et non pas les cacher. Un des prêtres qui a absolument interdit et il a refusé de numériser sa collection, à peu près 130 ou 140 manuscrits de très grande valeur, dont certains de fin du XIe siècle. Imaginez, il a dit, non, Najib, tu ne veux pas numériser cela. Mais pourquoi? Il dit, un manuscrit, si elle est numérisée, ça perd la valeur. Les gens ne viendront pas de l'Occident pour chercher à consulter ce livre, ce manuscrit. Donc on n'aura plus de contact avec les chercheurs. Si c'est numérisé, ça perd cette valeur-là. Je lui dis, s'il te plaît, il faut le numériser parce que nous vivons dans un pays déchiré. On ne sait jamais quand la mort va frapper nos portes. Et toute la collection, aujourd'hui, est détruite. Détruite, carrément, à Mossoul. Et d'autres également, ils risquent d'avoir le même sort. Donc aujourd'hui, je crois, sauver, c'est essayer de convaincre ceux qui possèdent ces collections à pouvoir les protéger d'abord physiquement et les exposer également aux chercheurs. Sinon, un livre qui n'est pas numérisé, c'est un livre mort. Mais une fois numérisé, il devient effectivement immortel. Et nous travaillons avec ce que nous avons sur place, avec beaucoup de richesses théologiques, bibliques, astronomiques, astrologiques, et des livres vraiment scientifiques, sans parler des langues, des différentes langues et des différentes cultures et religions qui sont gardées grâce à cette collection que nous avons à Mossoul. Je propose, avant tout, d'abord je dois dire merci aux Archives nationales et aussi à la mairie de 5e d'accueillir une partie, comme vous venez de dire, des bribes
ce que nous avons en Irak, mais faire quelque chose, pas seulement les exposer aux médias, mais faire quelque chose pour les protéger physiquement et les restaurer et avoir des locaux honorables pour pouvoir continuer notre travail sur place. Donc, bravo pour ceux qui nous ont aidés à protéger ce patrimoine, mais bravo encore plus pour ceux qui puissent les donner aux générations à venir. Je vous en remercie.